Bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Buzz. Nous présentons le plan du nouvel ordre mondial dévoilé publiquement. Un petit tour sur le site de Bill Gates, Vaccine Development and Surveillance. Voici ce que dit la présentation de ce site. Notre objectif, faire progresser les biens publics pour la santé mondiale grâce à l'innovation technologique. Nous y parvenons en accélérant le développement et la commercialisation de nouveaux vaccins et la fabrication durable des vaccins existants, en définissant la charge de morbidité mondiale grâce à de meilleures données primaires et à une modélisation de niveau mondial et en réduisant la menace d'épidémie grâce à la mise au point et à l'utilisation d'outils innovants. Maintenant, que trouve-t-on dans ce plan du nouvel ordre mondial dévoilé publiquement ? Eh bien, on y voit la 5G. On se pose la question Corona ou Covid-19, sachant que Covid-19, eh bien, dans les 3 premières lettres, on y trouve la signification COV, Certificate of Vaccination. Ensuite, on y trouve ID égale identification. Et enfin, 19, si vous mettez les lettres de l'alphabet dans l'ordre, A est bien la première lettre, I la 9e lettre. Et enfin, tout en bas de cette présente image, Certificate of Vaccination Identification by AI. OI égale All Seeing Eye. Voilà ce schéma que je laisse à votre réflexion. Venons-en maintenant au site intelligence.weforum.org. Il vous donne une série d'informations absolument étonnantes que nous allons vous dévoiler dans quelques instants. Une fois arrivé sur ce site, vous trouvez un résumé. Lequel est le suivant. Le Covid-19, détecté pour la première fois en Chine à la fin de 2019 et déclaré pandémie depuis, menace de devenir l'un des tests les plus difficiles de l'histoire moderne pour l'humanité. À mesure que les cas confirmés de Covid-19 se répandent, il est possible que des vies soient perdues, que les systèmes de santé soient submergés et que des changements géopolitiques durables soient déclenchés. Selon le Fonds monétaire international, l'économie mondiale connaît actuellement son pire ralentissement depuis la Grande Dépression et Oxfam International a averti qu'un demi-milliard de personnes pourraient être poussées dans la pauvreté. Dans le monde entier, des efforts désespérés sont en cours pour contenir ce qui est devenu une épidémie profondément perturbatrice. Au centre de ce diagramme, vous distinguez un cercle. À la circonférence de ce cercle, vous distinguez 8 thèmes que nous allons maintenant traiter les uns après les autres en les commentant. Premier thème, le rôle des médias durant Covid-19. Deuxième thème, réponse du gouvernement au Covid-19. Troisième thème, l'impact de Covid-19 sur la main-d'œuvre. Quatrième thème, éviter l'infection et la propagation du Covid-19. Cinquième thème, trouver un vaccin. Sixième thème, l'impact de Covid-19 sur le commerce. Septième thème, l'impact de Covid-19 sur les voyages. Et enfin, huitième thème, l'impact de Covid-19 sur les marchés financiers. Alors le rôle des médias pendant Covid-19. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre le besoin d'information essentiel du public et les intérêts des entreprises. En cas de pandémie mondiale, les sources d'informations sur l'impact social, les facteurs de risque et les dernières recommandations des responsables publics sur le ralentissement de la propagation de la maladie sont essentielles. Lors de toute épidémie, qu'il s'agisse de Covid-19, de SRAS ou d'Ebola, les médias jouent un rôle clé dans la définition de l'agenda en transformant des données complexes en informations utiles et facilement assimilables. Cependant, Covid-19 a mis en lumière plusieurs défis auxquels les médias sont confrontés car le public attend d'eux qu'ils jouent un rôle d'éducateur en matière de santé publique. Le premier consiste à trouver un équilibre entre le droit du public à des informations critiques et opportunes sur la santé et les objectifs commerciaux de l'industrie des médias. Certains organes de presse, dont les grandes publications comme le New York Times et le Financial Times, permettent aux gens d'accéder à des informations sur les coronavirus sans avoir besoin de s'abonner. D'autres, comme le Boston Globe, ont été critiqués pour avoir maintenu leur politique de paywall, même pour des articles sur la pandémie. Les restrictions imposées au droit à l'information pénalisent potentiellement les pauvres, qui peuvent ne pas être en mesure d'obtenir les nouvelles et les informations les plus précises en matière de santé, ce qui les rend plus vulnérables à la désinformation.
Un autre grand défi auquel sont confrontés les médias lorsqu'ils couvrent Covid-19 est l'ensemble des conséquences involontaires d'une exposition constante à des opinions et des informations parfois inexactes, souvent appelées infodémies. Des inquiétudes ont également été soulevées quant à la santé mentale des personnes qui consomment régulièrement des nouvelles négatives tout en procédant à des ajustements perturbateurs de leur mode de vie, comme le travail à domicile et la limitation de l'interaction sociale en raison des mesures d'hébergement sur place. Une enquête menée auprès des citoyens chinois relativement tôt dans la pandémie a révélé que l'exposition aux médias sociaux était significativement associée à la dépression et à l'anxiété. Entre-temps, une couverture médiatique irresponsable a été accusée d'alimenter les agressions racistes contre les personnes d'origine chinoise, d'être des porteurs potentiels d'une maladie chinoise. Le défi le plus difficile auquel sont confrontés les médias est peut-être la nécessité de communiquer d'une manière qui restaure la confiance dans les institutions scientifiques au milieu d'un barrage constant de désinformation lié à tout, du concept selon lequel l'exposition au soleil ou aux produits de nettoyage peut empêcher le Covid-19, à l'idée qu'elle n'affecte pas les jeunes. La diffusion de telles idées pourrait gravement compromettre les recommandations officielles en matière de santé publique et exposer le public à des risques accrus. Cette question clé est traitée en partenariat avec le Dr Edmond W.J. Lee, chercheur en communication sur la santé publique et chargé de recherche à la T.H. Chan School of Public Health de Harvard. Réponse du gouvernement au Covid-19. De la réduction des tarifs aux quarantaines, les fonctionnaires sont poussés à réagir au coronavirus. De nombreux gouvernements, dans les centaines de pays et territoires où des cas de Covid-19 ont été confirmés, ont cherché à atténuer de manière proactive son impact à un stade relativement précoce. La Corée du Sud, par exemple, a réussi à administrer des tests de dépistage du coronavirus à une partie relativement importante de sa population en peu de temps, et les autorités de ce pays ont cherché activement à mettre en œuvre un régime de recherche des contacts afin d'identifier et d'isoler les personnes les plus à risque. Les autorités islandaises ont également mis l'accent sur les tests de masse, tandis que la République tchèque est passée assez rapidement de la fermeture des frontières à une quarantaine nationale, puis à une obligation selon laquelle toute activité essentielle en plein air devait être pratiquée en portant un masque. Les restrictions de mobilité ont contribué à freiner la propagation du coronavirus, mais ont également entraîné un déclin spectaculaire des activités commerciales, ce qui a suscité des appels à l'aide du gouvernement. Aux États-Unis, les législateurs ont approuvé un plan d'aide de 484 milliards de dollars qui comprend une aide aux petites entreprises, et les dirigeants de l'Union européenne ont convenu d'un plan d'aide de 540 milliards d'euros pour le coronavirus. Certaines grandes entreprises ont plaidé pour une aide financière, soulevant la perspective de renflouements similaires à ceux qui ont été administrés dans le cadre de la crise financière mondiale il y a plus de 10 ans. Les responsables publics ont également cherché à trouver le bon équilibre en matière de politique monétaire. Les banques centrales ont réagi à la pandémie en réduisant les taux d'intérêt de manière à encourager la consommation, par exemple. La Banque centrale australienne a abaissé son taux directeur à un niveau record, tandis que la Réserve fédérale américaine, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, la Banque d'Angleterre, la Banque Negara de Malaisie et la Banque du Canada ont pris des mesures tout aussi drastiques. Dans un autre écho de la crise financière mondiale, certaines banques centrales ont déclenché des programmes d'achat d'obligations d'urgence visant à soutenir les prix des obligations et à réduire les taux d'intérêt correspondants. Lorsque la Réserve fédérale américaine a annoncé qu'elle réduirait son taux de référence, elle a également déclaré qu'elle lancerait un programme d'achat d'actifs de 700 milliards de dollars dans le cadre de l'assouplissement quantitatif. La Banque centrale européenne, sans grande marge de manœuvre sur les taux d'intérêt, a dévoilé son propre programme d'assouplissement quantitatif de 750 milliards d'euros en réponse à la pandémie. La Banque centrale chinoise, où le Covid-19 a été détecté à la fin de 2019, a déclaré qu'elle utiliserait diverses mesures pour limiter le coût des emprunts pour les entreprises durement touchées. L'impact de Covid-19 sur la main-d'œuvre. Le coronavirus éloigne les employés des bureaux et des usines et déclenche des permissions de travail et des licenciements. Début mars, United Airlines a demandé à ses employés de se porter volontaires pour un congé sans solde ou de s'inscrire à un horaire réduit, soulignant l'impact de Covid-19 sur l'industrie aérienne en particulier et sur la main-d'œuvre mondiale en général.
Partout dans le monde, les organisations doivent faire face à une nouvelle réalité. Elles ne peuvent plus supporter le nombre d'employés qu'elles pouvaient supporter auparavant ou ne peuvent tout simplement pas s'attendre à ce que les employés fassent des trajets quotidiens qui pourraient les exposer à un risque accru d'exposition au coronavirus. Comme de plus en plus de personnes ont commencé à travailler à domicile, l'intérêt pour les logiciels de vidéoconférence a augmenté. En Italie, le pays européen le plus durement touché en termes de cas confirmés de Covid-19, les règles fédérales ont d'abord exigé que les personnes reçoivent l'autorisation de se déplacer dans le pays pour le travail, puis ont imposé qu'elles restent chez elles. À Washington, l'un des premiers États américains à franchir le seuil des 100 cas confirmés, des entreprises comme Amazon, Microsoft et Google ont demandé au personnel de la région de Seattle de travailler à domicile avant même que les rassemblements de plus de 50 personnes ne soient temporairement interdits dans la région. En Chine, où l'on recensait encore une part importante de tous les cas confirmés de Covid-19 en mars, le ralentissement économique provoqué par l'épidémie a poussé de nombreuses entreprises à réduire leurs salaires et à licencier. Uxin, qui vend des voitures d'occasion en ligne et gère environ 1500 centres de services, a déclaré début mars qu'elle s'attendait à ce qu'il faille un certain temps avant que les opérations ne reviennent à la normale et qu'elle avait tenté un programme de dotation en personnel basé sur la charge de travail dans toute l'entreprise, en plus de demander aux employés de travailler à domicile. Alors que le nombre de nouveaux cas Covid-19 signalés quotidiennement en Chine s'est stabilisé. Fin février, seuls 30% des petites entreprises avaient jusqu'à présent rouvert, selon les informations publiées par le ministère de l'Industrie du pays. En outre, les usines de toute la Chine ont connu des difficultés liées au fait que les travailleurs étaient gênés par les mesures de sécurité liées au coronavirus et aux perturbations des déplacements. Dans des endroits habituellement très animés, comme Wenzhou, une ville du sud-est du pays qui produit une grande partie des chaussures, des lunettes et des vêtements du monde, la main-d'œuvre a été considérablement réduite par l'épidémie. Éviter l'infection et la propagation du Covid-19. Les gens sont encouragés à rester chez eux et à se laver fréquemment les mains. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des personnes infectées par Covid-19 sont légèrement malades et se rétablissent, bien que la maladie puisse être plus grave pour d'autres. Les personnes âgées et les personnes déjà malades sont particulièrement exposées. L'OMS recommande aux personnes de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool et de maintenir une distance d'au moins 1 mètre entre elles et toute personne qu'elle voit tousser ou éternuer, car cela peut pulvériser de petites gouttelettes de liquide contenant le virus. De nombreux pays ont imposé une quarantaine à domicile afin de limiter toutes les formes de contact social. L'OMS recommande également d'éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, car les mains peuvent capter les virus des surfaces. Toute personne ayant de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires est invitée à consulter un médecin. Rien ne prouve que les masques peuvent à eux seuls protéger les personnes qui ne sont pas malades, selon l'OMS qui conseille que seules les personnes qui s'occupent d'une personne infectée en utilisent un. Afin de mettre fin à certains mythes liés au coronavirus, l'OMS affirme qu'il est sûr de recevoir des paquets de Chine et que les vaccins anti-pneumonie existants n'offrent aucune protection. Les exemples de comportements irresponsables face à la propagation de l'épidémie sont nombreux. La thésaurisation des masques est devenue un problème, au point que le gouvernement français s'est senti obligé de réquisitionner tous les stocks locaux actuels et futurs de masques de protection afin de s'assurer qu'ils seront disponibles pour le personnel de santé et les patients. Parmi les exemples les plus flagrants de comportements irresponsables, on peut citer la tentative d'attribuer la responsabilité de l'épidémie ou d'attribuer une nationalité à celle-ci, la tentative de vendre des stimulateurs immunitaires non médicaux comme moyen de conjurer l'infection et la suggestion que la gravité de la Covid-19 a été exagérée à des fins politiques. Des lacunes ont également été mises en évidence en ce qui concerne la préparation officielle à une telle épidémie, notamment en termes de capacité et d'activité de test. Par exemple, début mars, la Corée du Sud avait effectué plus de 100 000 tests pour le coronavirus sur des patients, soit plus de 2000 par million de personnes, alors que les États-Unis avaient testé moins de 500 personnes au total au même moment. Des kits de tests défectueux ont été initialement distribués aux États-Unis en février et il y a eu quelques retards dans la livraison des kits de tests aux États-Unis. Trouver un vaccin. Des efforts sont en cours pour identifier un moyen de réprimer Covid-19.
Après l'apparition d'une souche du virus de la grippe porcine en 1976, les responsables de la santé publique aux États-Unis se sont inquiétés de devoir faire face à une répétition de la grippe espagnole de 1918 qui avait infecté environ un tiers de la population mondiale et se sont empressés d'identifier un vaccin. L'épidémie prévue ne s'est jamais concrétisée et des centaines de personnes vaccinées cette année-là ont développé une grave réaction indésirable. Cette histoire éclaire la façon dont les chercheurs et les responsables adoptent aujourd'hui une approche généralement prudente en matière de développement de vaccins. L'Organisation mondiale de la santé s'est efforcée de faire savoir au public que les vaccins existants contre la pneumonie n'offrent aucune protection contre Covid-19 et qu'elle a besoin de son propre vaccin. Début mars, des centaines d'essais cliniques étaient en cours sur la capacité des médicaments existants à combattre le coronavirus. Selon les premiers rapports publiés, un médicament conçu à l'origine pour combattre le virus Ebola, le Remdesivir, s'était révélé prometteur à cet égard, bien que des rapports ultérieurs sur les résultats des essais cliniques aient remis en question cette promesse. Quoi qu'il en soit, la plupart des experts ont exprimé la conviction qu'il faudra au moins 1 an avant qu'un vaccin puisse être proposé au public. Certaines études ont suggéré que le plasma sanguin des survivants de Covid-19 peut être utilisé pour aider les victimes et plusieurs efforts ont été entrepris pour utiliser le sang des survivants afin d'aider à développer le premier véritable traitement de la maladie. Il peut être difficile d'obtenir un taux de mortalité précis au milieu d'une pandémie, bien que les experts aient estimé en mars qu'il était d'environ 1% pour Covid-19, soit 10 fois le taux d'une grippe typique. À la mi-avril, l'OMS a publié une déclaration au nom d'un groupe de scientifiques, de médecins, de bailleurs de fonds et de fabricants visant à accélérer la mise à disposition d'un vaccin Covid-19. Le groupe a salué les mesures communautaires qui ont permis de réduire la propagation du virus et s'est engagé à utiliser le temps gagné par ces efforts pour développer un vaccin aussi rapidement que possible. Toutefois, la disponibilité finale de tout traitement efficace qui sera identifié peut dépendre de la politique intérieure. Aux États-Unis, par exemple, les démocrates ont fait pression pour que des règles garantissent qu'un vaccin sera abordable, tandis que les républicains ont exprimé la crainte que le contrôle des prix ne dissuade les entreprises de rechercher activement une solution. L'impact de Covid-19 sur le commerce. L'OMC a averti que le commerce mondial pourrait diminuer de 32% en 2020. Début avril 2020, l'Organisation mondiale du commerce a annoncé que le commerce mondial des marchandises allait chuter de 13 à 32% en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Entre-temps, les banques mondiales, chargées de gérer les flux financiers réguliers nécessaires pour maintenir le commerce à flot, ont été obligées de trouver des moyens de maintenir leurs opérations commerciales comme d'habitude, car elles ont divisé leurs départements et isolé leurs employés afin de limiter la propagation du coronavirus. Les salons professionnels et les conférences ont également été gravement touchés. De grandes manifestations annuelles, comme Brest 2020 à Brest en Bretagne, comme le Salon international de l'automobile de Genève, le Festival South by Southwest au Texas et le Mobile World Congress à Barcelone ont été annulés dans le cadre de la manifestation de Genève pour la première fois depuis 1904 pour des raisons autres qu'une guerre mondiale, tandis que d'autres manifestations normalement populaires ont perdu un grand nombre de participants. Comme de plus en plus d'aspects du commerce mondial sont touchés par Covid-19, les effets risquent de se propager davantage, d'où la nécessité pour les organisations internationales et les banques centrales de réagir plus rapidement. C'est en Chine que la première épidémie de Covid-19 a été détectée. On l'appelle aussi communément l'usine du monde en raison de l'importance de la production mondiale qui s'y déroule. En 2018, la Chine représentait environ 4 000 milliards de dollars de valeur ajoutée manufacturière, terme qui désigne l'ensemble de la production nette, soit près d'un tiers du total mondial pour cette année-là, selon les données de la Banque mondiale, et le pays abrite 7 des 10 ports à conteneurs les plus actifs au monde. Les données publiées par le Bureau national des statistiques de Chine pour la période janvier-février 2020, lorsque le nombre de cas confirmés dans le pays était en forte hausse, reflètent le déclin de la production industrielle nationale, de l'activité de construction d'actifs fixes et des ventes au détail, bien que les chiffres de mars aient marqué le retour à un excédent commercial pour le pays. Les compagnies maritimes qui acheminent les marchandises de Chine vers le reste du monde ont toutefois dû réduire le nombre de navires en service en raison de la baisse de la demande et d'une certaine manière, la pandémie n'a fait qu'aggraver les relations commerciales déjà difficiles entre la Chine et les États-Unis.
L'impact de Covid-19 sur les voyages. La demande de transport aérien s'est évaporée et de nouveaux contrôles aux frontières sont apparus avec la propagation du coronavirus. Environ 1 million de touristes chinois se rendaient à Bali chaque année avant que la propagation de Covid-19 ne réduise les voyages à l'étranger de la deuxième économie mondiale à un relatif petit nombre. Bali n'est pas seul. En Australie, par exemple, on estime que les touristes chinois ont dépensé 11,5 milliards de dollars australiens rien qu'en 2019, tandis qu'en Suisse, les touristes chinois représentaient environ un cinquième des touristes internationaux visitant les villes de Lucerne et de Berne. Environ quelques mois après la détection du coronavirus, un responsable de l'Union européenne a annoncé que l'industrie touristique européenne perdait 1 milliard d'euros par mois en raison de la diminution des arrivées en provenance de Chine. À mesure que le coronavirus se répandait dans le monde, son impact sur les voyages et le tourisme ne faisait que s'étendre car de plus en plus de voyageurs potentiels restaient chez eux et les responsables publics essayaient de prévenir les épidémies. Le 11 mars, le président américain Donald Trump a brusquement annoncé l'interdiction de voyager pour les ressortissants de dizaines de pays européens. Cette décision a semé la confusion, a incité les touristes américains à acheter en panique des vols de retour anticipés à l'étranger et a fait chuter les stocks. Elle a également valu un blâme aux gouvernements européens qui ont déclaré ne pas avoir été consultés. En Europe, la propagation du coronavirus a mis à l'épreuve une croyance fondamentale en la fluidité des voyages et des échanges transfrontaliers. Elle a également mis un terme au manque de contrôle de l'Union européenne dans un domaine où la plupart des pouvoirs sont exercés par les gouvernements nationaux. L'Espagne et le Portugal ont partiellement fermé leurs frontières, tandis que l'Autriche a empêché les personnes de passer dans le pays depuis l'Italie, l'État membre de l'UE le plus durement touché en termes de cas confirmés de Covid-19, sans certificat sanitaire. L'Autriche a également réintroduit les contrôles aux frontières avec la Suisse. L'Allemagne a elle aussi fermé ses frontières, à l'exception des marchandises et des navetteurs, et la République tchèque a appliqué une première restriction à l'entrée dans le pays de 15 pays, y compris les autres membres de l'UE, en interdisant plus largement tout voyage à l'étranger. La Commission européenne a déclaré dans une déclaration que si les États membres ont la possibilité de mettre temporairement en place des contrôles aux frontières intérieures de l'UE en cas de menace grave, ces contrôles doivent rester une exception et doivent respecter le principe de proportionnalité. La Commission a reconnu que si elle peut émettre des avis sur la nécessité de telles mesures, elle ne peut pas y opposer son veto. L'impact de Covid-19 sur les marchés financiers. Les marchés boursiers ont été mis à mal et les actifs de tout type ont été touchés. En plus de devoir s'inquiéter de contracter un coronavirus à propagation rapide, de nombreux investisseurs dans le monde entier ont également dû faire face à l'impact considérable de Covid-19 sur les marchés financiers et les prix des actifs. À la mi-mars, le Dow Jones Industrial Average, qui mesure 30 des plus importantes actions cotées en bourse aux États-Unis, a enregistré son deuxième pire jour de négociation en 124 ans d'histoire. Pour de nombreux Américains, en particulier ceux qui épargnent pour leur retraite avec des comptes de type 401K, le marché boursier en difficulté a frappé tout près de chez eux. En Europe, le FTSE 100 en Grande-Bretagne, le CAC 40 en France, le SMI en Suisse et le DAX en Allemagne ont également été frappés par des coronavirus. En Asie, le 13 mars, l'indice Nikkei 225 du Japon a enregistré sa plus forte baisse en un jour depuis avril 1990. Les prix des obligations ont également fortement baissé dans la tourmente, tandis que la valeur de l'or, qui constitue généralement un refuge pour les investisseurs, a diminué. Pendant ce temps, alors que la diffusion du Covid-19 épuisait la demande de pétrole, une guerre du marché pétrolier a éclaté entre l'Arabie saoudite et la Russie, ce qui a entraîné une forte baisse du prix du baril. Les marchés étant déséquilibrés, on s'attendait à ce que les décideurs politiques interviennent et commencent à mettre en œuvre des mesures de relance visant à préserver la croissance mondiale, par exemple en abaissant les taux d'intérêt déjà bas, afin de faciliter l'activité de prêt et de consommation. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a annoncé que la banque était prête à prendre des mesures pour faire face aux conséquences de l'aggravation de la crise. La BCE a ensuite dévoilé un programme d'achat d'obligations d'urgence de 750 milliards d'euros. Et les banques centrales, y compris celles des États-Unis et de l'Australie, ont rapidement procédé à des baisses de taux connexes, dans le cas de l'Australie, en ramenant son taux directeur à un niveau historiquement bas. Une réunion des nations du G7 tenue
début mars a illustré la sensibilité des marchés financiers au rebondissement de la réaction au coronavirus. Bien que les investisseurs aient anticipé une sorte d'annonce de la réunion de haut niveau des banquiers centraux et des dirigeants politiques sur les mesures concrètes visant à contrecarrer les effets de Covid-19, aucune ne s'est produite et les actions ont rapidement réagi en abandonnant les gains réalisés au fur et à mesure que les espoirs de soulagement politique s'accumulaient. Eh bien, je pense que chacun aura compris avec le traitement de ces 8 thèmes à quel point ce coronavirus Covid-19 va impacter évidemment l'ensemble des pays de la planète et va pouvoir prêter, le cas échéant, main forte à toutes les tentatives de mise en place de ce gouvernement mondial qui ne prend même plus la peine de se cacher, mais dont on découvre chaque jour le plan parfaitement organisé. Et maintenant, c'est à nous les citoyens de faire preuve, je dirais, à la fois non seulement d'intuition, mais surtout de lucidité, de courage et plus encore que tout ça, d'action, car rien désormais ne se fera sans nous. Et si nous ne voulons pas finir en esclavage généralisé d'une technologie au service des puissants, c'est maintenant qu'il faut agir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque-là et à bientôt pour la suite de nos informations. Force et courage à toutes et à tous.